À présent, notre invité donc est en place, Dr Oumar Ba, docteur en sciences politiques, spécialiste de la géopolitique. Dr Oumar Ba, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez certainement votre avis sur ce transfert qui commence à susciter beaucoup d'interrogations. 2 ex-détenus de Guantanamo qui seront transférés, qui sont déjà transférés à Dakar. Et beaucoup s'interrogent sur la question. Et peut-être dans ce plan, c'est ceux qui sont dans le mécanisme qui sont mieux placés. Comme s'il y avait des préalables qu'on devait régler avant leur arrivée. Sinon, qu'est-ce qui explique cette polémique? Je pense que globalement, il faut reconnaître que dans le domaine diplomatique, ce n'est pas une décision que l'État a dû prendre à la légère, de mon point de vue. Il doit y avoir eu probablement ce qu'on appelle la diplomatie underground, de coulisses, qui s'est activée et que probablement, notamment aux États-Unis, nous savons très bien que le Congrès a dit niet à leur transfert sur le terrain. Et l'un des objectifs majeurs du président Obama, c'est de fermer Guantanamo. Mais pour cela également, il voulait dans un premier temps, si on se rappelle très bien, il s'était engagé à les transférer sur le sol américain. Mais pour préserver la sécurité et la stabilité des États-Unis, compte tenu du choc post-traumatique qui peut les habiter à coup sûr, donc ils ont refusé du point de vue préventif. Donc le Sénégal aujourd'hui essaie de s'inviter sur la scène internationale, sur la fenêtre d'être un pays qui est ouvert, pays de la Teranga, etc. Mais je crois que dans tous les cas, nous devons mettre en avant la sécurité, qui est la déclinaison primordiale de l'intérêt national d'un pays en relations internationales. Maintenant, je ne sais pas quels sont les contours de ces décisions. Probablement, l'État a dû réfléchir, mais ce à quoi j'appelle les autorités, c'est à prendre toutes les mesures de sécurité et de sécurité rapprochée pour que ces gens-là ne deviennent pas une sorte de cheval de Troie introduite au Sénégal. Parce que n'oublions pas que seul le Sénégal, pour le moment, n'a pas été touché parmi les pays limitrophes du Sénégal, dans une certaine mesure, les pays majeurs de l'espace francophone. Seul le Sénégal n'est pas encore touché. Je touche du bois. Mais si on continue comme ça, on peut attirer les foudres des djihadistes. Et je ne crois pas que nous soyons suffisamment prêts pour faire face à une telle situation. Oui, le politiquement correct, le diplomatiquement correct du Sénégal, cette diplomatie underground, diplomatie parallèle, tout cela c'est bien parce que aussi ça aide peut-être à stabiliser, à régler certaines questions. Mais sur ce plan aussi, c'est comme si le Sénégal jouait à chaque fois à perte parce qu'on ne voit pas immédiatement les retombées. Sinon, est-ce que c'est des choses qu'on ne communique pas souvent? Je pense que c'est très difficile de faire des liaisons entre ce qu'on pourrait tirer de cela, ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité. Mais globalement, ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est une décision qui rentre dans le cadre des prérogatives régaliennes du chef de l'État. Je crois qu'il prend là un risque calculé. Peut-être que ça va lui être bénéfique, ou être bénéfique pour le Sénégal, mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que le Sénégal est en train de s'engager sur une voie qui peut être chaotique et qui peut être dangereuse. Donc je crois que l'État doit faire très très attention de mon point de vue et ne pas jouer surtout avec la sécurité du pays. On a vu aussi qu'au Sénégal, c'est une tradition, on dirait, il y a une diplomatie qui est là mais qui ne proteste pas souvent. Et pourtant, les cas parfois se multiplient. On se rappelle de l'affaire Tamsir Faye à Paris, dont diplomate sénégalais tabassé en Tunisie. Mais en tout cas, on n'entend pas souvent nos diplomates, nos autorités protester. Est-ce que cela aussi, c'est comme ça que ça doit se passer? Nos autorités protestent, mais sans faire beaucoup de tapage. Je l'ai dit lorsqu'il y a eu, par exemple, les non-morts, comment dirais-je, en Arabie Saoudite. Je disais que le Sénégal travaille underground. J'avais des éléments d'appréciation sur cela, mais d'aucuns me disaient que non, sur les plateaux télé, que ce n'était pas vrai. Or que c'était vrai. Le Sénégal a une tradition de diplomatie classique, et dans la diplomatie classique, on n'exige pas ce que l'on fait sur les médias. Donc, mais est-ce que ce langage de bois aussi ne finit pas par brûler si ce n'est pas un langage qui doit également aider à résoudre certaines questions et à se faire respecter aussi? Je pense que nous sommes dans ce cas précis, dans une logique de donnant-donnant. Qu'est-ce que nous allons en tirer comme bénéfice? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que dans tous les cas, la première déclinaison de l'intérêt de la politique étrangère d'un pays, c'est d'abord la sécurité du pays. En quoi est-ce que le fait de les recevoir sur le Sénégal peut contribuer à renforcer notre paix et notre sécurité? Ça, c'est une grande question. C'est les autorités actuellement en charge de la destinée de notre pays peuvent y répondre de manière tangible. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que la diplomatie change parfois pour rester ce qu'elle était, une diplomatie impériale où les puissances dictent leurs lois aux autres pays faibles? Non, ça c'est un constat de tous les jours du point de vue de la réelle politique.
On dit la diplomatie, c'est l'art de dire « Oh, quel beau petit chien » tout en ayant le bâton à côté. Donc ça, c'est clair et net. Les États les plus forts, et c'est toujours sous couvert du droit ou d'une amitié séculaire, n'est-ce pas, de faire passer d'abord, avant et après tout, leurs intérêts stratégiques vitaux. Nous aussi, nous ne pouvons pas jouer avec les mêmes armes, certes, mais nous pouvons quand même tirer une part, n'est-ce pas, bénéfique dans le jeu des relations internationales. Mais il faudrait donc, de mon point de vue pour cela, changer un tout petit peu notre paradigme, l'ajuster avec la réalité du terrain actuel. Ce n'est pas suffisamment fait, je le regrette, mais nous sommes arrimés à une politique axiale. Si je comprends bien, nous aurions 5 axes ou 6 de prioritaires, alors que pendant ce temps-là, le monde est en train de changer. Si vous prenez par exemple la Chine, elle a mis sur pied la Banque asiatique, n'est-ce pas, d'investissement dans les infrastructures à hauteur de 100 milliards. Seule l'Égypte fait partie en Afrique des pays fondateurs sur les 57 et la banque a été lancée le 29 juin, n'est-ce pas, 2015. Le Sénégal n'en fait pas partie alors que nous sommes en train de chantonner. Je crois qu'il nous faut réviser notre politique étrangère. Pour que les charges ne soient plus inégales comme depuis le début. Mais bien sûr, pour diminuer l'inégalité des charges et diversifier nos partenariats stratégiques internationaux. En même temps, il y a ce qu'on appelle la banque des BRICS à hauteur de 10 milliards de dollars et un fonds de garantie des risques d'urgence, n'est-ce pas, de 41 milliards de dollars. Il y en a des niches d'opportunités que nous devons tirer pour pouvoir aider notre pays à diminuer sa dépendance stratégique avec le camp occidental et à renforcer notre partenariat et notre indépendance du point de vue de la politique étrangère, ce qu'on appelle la nouvelle politique étrangère. Nouvelle politique étrangère, l'échange qui est toujours inégal. Et il y a aussi entre les lignes, on lit souvent une certaine pression parce qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai lu dans le journal Walf Quotidien un sénateur américain qui disait qu'au Sénégal, il y a la détention arbitraire de Karim Wade, on n'a pas respecté les décisions du groupe de travail des Nations Unies. Il faut que les États-Unis mettent un terme à ça. Quand il dit ça, ça renvoie à quoi? À une intervention, à une force qui va s'imposer au Sénégal? Non, pas une force probablement, mais une force du droit. Parce que n'oubliez pas que dans le cadre Karim Wade, c'est un cadre assez complexe où la majorité actuelle du gouvernement s'est engagée depuis les élections et bien avant à faire ce qu'on appelle la lutte pour la transparence, la bonne gestion, la traque des biens supposés mal acquis. À partir de ce moment-là, par contre, l'État est dans son rôle. Mais, de mon point de vue, la procédure n'est pas une procédure normale, c'est une procédure dite d'exception, bien qu'elle soit légale dans une certaine mesure, parce qu'elle est codifiée par le droit sénégalais. Maintenant que sur la scène internationale, des sénateurs américains se lèvent ou un sénateur, c'est tout à fait normal parce que quand on connaît comment fonctionne le Sénat américain, même le Congrès, cela fonctionne sur la base de lobbying. Donc probablement le camp de Karim Wade a dû gérer par le lobbying, n'est-ce pas, ce sénateur et qui s'est prononcé dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et notre pays aussi, on a vu qu'à chaque fois, c'est un pays qui vraiment se hâte souvent à ratifier des conventions, à les signer, qui sont au-dessus de sa constitution. Ça aussi, peut-être, c'est une très belle image du Sénégal qui se soucie davantage des droits humains. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients qu'on peut lire là-dedans ou bien il y a une manière de prendre les choses pour éviter le mauvais bout? Oui. Dans tout acte international, l'État signataire peut, au moment de la signature, émettre des réserves. C'est le cas de beaucoup d'États dans beaucoup de traités, de conventions internationaux, de traités de conventions internationaux, n'est-ce pas, émettre des réserves fondamentales. S'ils pensent que sur tel point, par exemple, ça peut être chaotique pour le Sénégal. Par exemple, la convention, la déclaration non contraignante des Nations Unies qui légalise un peu qui reconnaît le droit de se marier quel que soit le sexe, le Sénégal n'a pas voulu le ratifier. Et pourtant, c'est une convention non contraignante. Le Sénégal aurait pu signer même, ou apposer ou appuyer, mais le Sénégal s'y est refusé. Donc, il y a des moments où notre pays n'est pas béni oui à coup sûr, donc il faut relativiser un tout petit peu, parce que nous sommes un pays à diplomatie mature, de mon point de vue, mais sur certaines questions, on se pose des questions fondamentales. On ne sait pas trop pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Mais puisque nous ne sommes pas dans le secret derrière nous, prenons pas la décision. Il est très difficile d'avoir tous les arguments d'appréciation pour pouvoir dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est ça aussi le charme de la diplomatie, c'est son secret. Pour dire que donc entre les États, il n'y a pas d'amis, mais il n'y a que des intérêts. Et il faut prendre en compte ce calcul pour ne pas aussi tomber de travers dans sa politique nationale. Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le paradigme constructiviste, où on trouve des États plus ou moins proches ou rapprochés selon leur logique d'intersubjectivité. C'est le cas par exemple du Sénégal et la France, du Sénégal et les États-Unis. Mais j'invite le Sénégal à être réaliste dans les relations internationales,
à ne pas se chercher des amis et à jouer en équilibre, à équidistance, entre par exemple aujourd'hui l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je ne suis pas contre l'Arabie Saoudite, c'est un pays que j'aime beaucoup, sans pour autant le connaître. Mais j'aime aussi l'Iran, parce que c'est un pays puissance montante qui aujourd'hui revient sur la scène internationale. Et tous les pays majeurs du monde courtisent l'Iran et cherchent à y aller pour tirer le maximum de profit pour leur pays, leurs entreprises, etc. Il serait dangereux donc de se mettre à dos une puissance comme l'Iran qui est même citée aux Nations Unies. Vous avez parfaitement raison, d'autant plus que dernièrement, je crois, j'avais même émis un document lors des 32 ans de Walf Quotidien où je disais qu'il faut éviter les positions axiales en matière de politique étrangère. C'est vrai que, et je préconisais le fait que le Sénégal pouvait jouer la médiation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Nous ne l'avons pas fait, la Suisse l'a fait, et la Suisse aujourd'hui représente les intérêts de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Un Iranien qui va aller en Arabie Saoudite passe par l'ambassade de Suisse, un Saoudien qui va aller en Arabie Saoudite passe par l'ambassade de Suisse, et ainsi c'est un pays qui n'est pas musulman qui tire profit de tout cela. Alors que nous sommes souvent des médiateurs naturels même, mais on hésite souvent à prendre ce gâteau et ça nous échappe. Oui, nous hésitons et souvent nous n'avons pas une logique prospectiviste du monde. Nous avons une logique plus ou moins suiviste. Nous subissons, alors que les choses sont dans la tête, une de brain. C'est dans la tête que les choses se font. Donc il faudrait qu'il y ait un déclic dans nos têtes et qu'on avance sur le chemin de la préservation de nos intérêts. Donc ce qui est difficile, c'est ce qui n'est pas planifié en général. Ce n'est pas planifié, suffisamment planifié. J'ai beaucoup de respect pour notre diplomatie, mais elle fonctionne à l'image de ce qu'elle fut en 1960-80. Et ce n'est plus le cas. La cartographie du monde a changé, les rapports de puissance ont changé. On parle même de l'impuissance de la puissance, pour paraphraser Badi. Et parce que tout simplement, l'Amérique n'est plus l'hyperpuissance, mais l'Amérique devient une puissance majeure. Quand bien même qu'elle est la première, mais une puissance tout court, comme les autres puissances, à l'image de la Chine, à l'image de la Russie, à l'image d'autres pays. Et des autres dragons. Docteur Oumar Ba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, restez avec nous pour suivre la revue de la presse, les journaux qui s'intéressent ce matin donc à l'affaire Panama Papers, mais également la libération de Aïda Ndiongo, qui a été condamnée, mais elle garde ses 20 milliards selon... condamné à 1 an avec sursis, mais qui garde ses 20 milliards. Et puis, il y a également cette diplomatie sénégalaise à la une de Walf Quotidien qui soutient que c'est une diplomatie du Sénégal. Voici la revue de presse. Bonjour, diplomatie du Sénégal. Walf Quotidien parle de ces décisions politiques qui surexposent les Sénégalais avec les puissances, notamment la France et l'Amérique qui dictent leurs lois au Sénégal. Les Américains manquent-ils d'espace et d'argent? Poursuit mon confrère Mambiram Wadji. Trouver dans leur territoire un petit coin tranquille convenant admirablement bien à Salem Guérébi et Oumar Aboubakar. En tout cas, depuis qu'il est question d'accueillir ces ex de Guantanamo, le Sénégal s'enfonce dans une controverse tentant de cerner l'opportunité d'une telle décision. Abdoulaye Daouda Diallo rassure dans Grand Place qui reprend le propos du ministre de l'Intérieur. Ils ne sont pas djihadistes. Le terrorisme qui fait aussi la une de l'Observateur. Une bombe à retardement que fait observer Abdelkader Agne, consul honoraire du Sénégal au Niger, qui avertit les Sénégalais rentrent après avoir côtoyé l'État islamique et Boko Haram sans que nul ne s'en inquiète. Beaucoup s'en inquiètent peut-être après le procès où la tribune nous apprend que la cour d'appel a débouté l'État. Aïda Ndiongo garde ses 20 milliards. Le procureur introduit un pourvoi en cassation, à titre le journal. Encore un revers pour l'État, témoigne le Témoin quotidien. La cour d'appel condamne l'ex-sénatrice libérale à 1 an avec sursis et 2 millions d'amende et la restitution de ses biens confisqués. Le procureur se pourvoit en cassation. Le procureur refuse de lâcher Aïda Ndiongo, note encore le Populaire, qui nous dit que le parquet général se pourvoit en cassation. Les co-accusés de l'ancienne sénatrice dans cette affaire dite des produits phytosanitaires de Djahaï, relaxés, en croire encore le Populaire qui le rappelle. Peine avec sursis et restitution de ces 47 milliards de francs CFA. Le procureur général en cassation contre Aïda Ndiongo affiche encore Rewmi Quotidien, relayé par le quotidien.
Aïda gagne sans appel, titre le journal. La Cour la condamne à 1 an avec sursis et 2 millions d'amende. Ces 20 milliards lui sont restitués. Souligne le journal Sud Quotidien, affaire des produits phytosanitaires. Aïda Ndiongo gagne et perd, titre le journal. Reconnu coupable d'escroquerie portant sur des deniers publics, condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, condamné à 2 millions de francs CFA d'amende. Mainlevée des saisies opérées sur ses biens et ses sommes d'argent. Restitution d'un montant estimé à plus de 20 milliards. Le procureur général introduit un pourvoi en cassation. C'est dans les colonnes encore de Sud Quotidien. Le triomphe de la vérité, s'écrit le journal Regard au quotidien. Aïda Ndiongo, blanchi par la justice, se réjouit encore mon confrère. Autre affaire judiciaire dans l'autre actualité, c'est Libération, Panama Papers, suite parfum. Seydou Kane, l'ami encombrant du régime, titre le journal Libération. Macky Sall engage la... Avant 2019, grande offensive pour la reconquête de la banlieue. Un dossier de Zoom Info qui s'intéresse ce matin au département, zone de focalisation du sous-emploi. Les failles du système fiscal ce matin dans Enquête avec les fraudes et la manipulation des revenus. La fraude et l'évasion fiscale constituent des pratiques bien réelles au Sénégal, en croit mon confrère. Le patron de la DGID promet une suite dans l'affaire Panama Papers, rapporte encore Enquête. L'As quotidien, projet d'édification d'un espace libéral au Sénégal, Atepa construit un paradis fiscal à Carabane. C'est dans l'As. Dans Direct Info, directement là où Abdoulaye Diop avait atteint 6,7% et multiplié le budget par 4. Autoglorification autour d'un taux de croissance de 6,5%. Regrette encore mon confrère de Direct Info qui revient sur la guerre des chiffres. Le pouvoir en place se complaît à vanter le taux de croissance qu'il a obtenu et qui se chiffre à 6,5% alors que le défunt régime avait pu obtenir un taux de 6,7% en 2003, malgré la crise économique et énergétique qui le secouait. La guerre des taux n'intéresse point les Sénégalais. Une chose les préoccupe, vivre mieux, conclut le biétiste Daoucho de Direct Info. Dans le Soleil ce matin, cité religieuse, 29 milliards de francs CFA pour moderniser Médina Gounass, rapporte le quotidien national. Démarrage de la 75e édition du Dakar samedi prochain, annonce encore le Soleil. Dans Stade, le quotidien du sport, Ligue des Champions, quart de finale, à 18h45, PSG City, à ne pas rater, c'est dans les colonnes de Stade. Dans les colonnes de Sunulamb, la lutte chez elle est à la une du journal après 3 saisons d'inactivité. Comment Yekini peut-il rebondir, se demande mon confrère. Morfadam en parle dans le journal Sunulamb. Il lui sera difficile de trouver ses automatismes. Mbaye Gueye, il lui faudra faire 50 à 60 séances de contact. Ngandjagne, un combat qui peut relancer sa carrière. Bonne lecture à tous. Bonne journée également à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce magazine. Aïssatou Diagne, Mam Sidi Diop. Et je remercie toute l'équipe de Walf Matin qui est là ce matin pour vous servir. Le magazine en Wolof, ce sera après l'édition de Oumarba, l'édition de Sidna Oumarba à 14h. Donc, mesdames, messieurs, passez une excellente journée.